Délivrez-vous. La 7e chaîne marque à la présentation. Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e numéro Délivrez-vous sur la 7e chaîne. Marc au micro pour vous accompagner dans cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver. À mes côtés aujourd'hui, je salue un nouveau chroniqueur, Cyprien. Bonjour à toi, comment vas-tu ? Ça va Marc, merci. Ok, enchanté que tu intègres maintenant l'équipe Délivrez-vous. Donc sans plus tarder, place au générique et à la première partie Délivrez-vous avec le livre du jour. Délivrez-vous. Première partie, le livre du jour. Pour notre 5e numéro Délivrez-vous, le livre du jour s'intitule « Tentative d'évasion fiscale », fiscale entre parenthèses. Cet ouvrage a paru aux éditions Zone, il est signé par Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. La couverture du livre consiste en plusieurs billets de 100 et 500 euros recouverts de cartes postales de lieux emblématiques de turpitudes fiscales et bancaires. Luxembourg, île des Bermudes, Suisse et France. Marc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des auteurs de ce livre ? Il s'agit d'un couple de sociologues français célèbres, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. On a coutume de les appeler les Pinson-Charlot. Ils partagent leur vie depuis de nombreuses années et ils ont publié ensemble beaucoup d'ouvrages. Ils étaient chercheurs au CNRS et ont pris récemment leur retraite. Leur thème de recherche de prédilection, ce sont les riches, que ce soit les nobles, les grands bourgeois, les nouveaux riches ou les aristocrates. Ils ont notamment publié Le ghetto du Gotha, La violence des riches, Le président des riches, c'était Sarkozy, Sociologie de la bourgeoisie. Ils ont également publié des ouvrages sur Paris offrant d'exquises promenades sociologiques. Et cet ouvrage, comment il se construit ? Les auteurs proposent aux lecteurs de les suivre dans un périple européen pour tenter de pénétrer les arcanes les plus secrets du monde de la finance. La première étape du voyage est la Suisse, avec ses banques feutrées, ses coffres-forts discrets. À côté de Genève, Coligny, un des ghettos du Gotha, est largement décrit, même si y pénétrer et s'y balader relève de la gageure. Dans un deuxième temps, on les retrouve à Paris, tentant dans les couloirs et les étages du ministère des Finances à Bercy de dévoiler le fonctionnement de l'administration fiscale française, avec ses nombreux services, d'ailleurs pas tous localisés à Bercy. Il est notamment question de la commission des infractions fiscales, dont le rôle et la composition sont détaillés. Enfin, le lecteur est également convié à déambuler à Luxembourg, plaque tournante européenne de l'argent, pas toujours propre. Voilà pour les escales du livre. Au total, ce sont 6 chapitres aux titres évocateurs, j'en citerai juste 2, le fonctionnement oligarchique de l'évasion fiscale et les banques au cœur de l'évasion fiscale. Alors concrètement, l'évasion fiscale, est-ce que tu pourrais nous le définir ? Oui, disons que le principe de l'évasion fiscale revient pour un contribuable à mettre en place des stratégies pour tenter d'échapper à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Insistons sur le fait que le manque de civisme ne se limite pas aux individus, il touche aussi les entreprises. Régulièrement, cela fait la une des journaux et des cris d'orfraie sont poussés. Mais souvent, il ne se passe pas grand-chose. Comme le dénoncent les Pinson-Charlot. Ils écrivent que la sophistication des techniques d'évasion fiscale et d'opacification du patrimoine passe aujourd'hui par le développement de ports francs, immenses coffres-forts où s'entassent les richesses à l'abri de la curiosité et des convoitises. Leur prolifération accompagne celle des paradis fiscaux. Ils ajoutent que le marché de l'art est un des moyens importants de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. Le rapport de la France aux fraudeurs fiscaux est ambigu, une certaine tolérance semble prévaloir. Le phénomène concerne principalement les riches et les puissants, ce que la sociologie qualifie de dominants. Le cas de Jérôme Cahuzac, ex-ministre du Budget, dont le procès a débuté récemment, est largement évoqué. Et le rôle d'un ministre du Budget, par ailleurs homme politique avec ses immenses pouvoirs et ses réseaux d'influence, est interrogé. Il est décisionnaire unique pour les redressements fiscaux d'envergure ou visant des personnalités. La solidarité de classe prime sur les orientations politiques. Les accusations sont graves. Quant aux inspecteurs des impôts, ils dépriment quand ils ne se suicident pas, leur travail ayant perdu tout sens et eux-mêmes étant confrontés aux injonctions paradoxales transmises par leur hiérarchie. L'administration française fiscale est complexe et opaque. Alors, question intéressante, est-ce qu'il y a des noms, des scoops ? Je répondrai oui et non. Tous les faits relatés sont publics et connus. L'accumulation et le rappel des affaires sont ici dévastateurs. Jérôme Kerviel, Jérôme Cahuzac, Thomas Thévenoud, BNP Paribas, Société Générale, Patrick Balkany, Gilles Carrez, HSBC, Jean-Claude Juncker. J'arrête là. À cette liste, vous imaginez vite de quoi il s'agit. Les sociologues ne sont pas journalistes, ils ne sont pas dans l'immédiateté, ils reviennent sur des faits d'actualité, les rapportent et les mettent en perspective avec distance. Sur quelle théorie sociologique s'appuient les auteurs ? Leur credo, c'est la relation inégalitaire entre dominants et dominés.
Ils sont attachés aux approches de Bourdieu. Ils expliquent que la grande bourgeoisie est une grande famille qui pratique une endogamie rigoureuse. La reproduction des positions sociales dominantes suppose une capacité mobilisatrice, démonstration pratique de la solidité des liens au-delà des rivalités ponctuelles. En résumé, ce sont les nantis qui construisent les lois pour les nantis qui en profitent. La fraude fiscale est une affaire de classe. En effet, ce ne sont pas les petits contribuables, voire ceux qui sont exonérés d'impôts, qui peuvent en bénéficier. L'entre-soi politico-mondain est dénoncé par les auteurs. Il est bien sûr question des grandes écoles, ENA Polytechnique entre autres, et des castes qui en sortent. Emmanuel Macron, l'actuel ministre de l'économie, apparaît comme l'archétype de ce qui est dénoncé. On lit que l'une des fonctions objectives de l'ENA est d'effacer les frontières entre les sommets de l'État et ceux de la finance. Les Pinsons Charlot sont-ils engagés, politiquement connotés ? Comment parviennent-ils à réaliser des enquêtes où ceux qu'ils interrogent sont souvent ensuite vilipendés par eux ? Ils sont de gauche, ils le revendiquent. Il faut savoir qu'ils sont vite identifiés dans les milieux huppés. Leurs précédentes enquêtes ont laissé des traces. Néanmoins, certaines portes continuent à leur être ouvertes. Cela peut paraître bizarre, mais cela va dans le sens de la théorie selon laquelle les dominants se croient vraiment à l'abri de tout et inatteignable. Nos sociologues sont pour une certaine lutte des classes et notamment une meilleure redistribution des richesses. D'ailleurs, leur ouvrage ne contient pas de réelles révélations. La plupart des faits rapportés sont connus. Simplement, leur accumulation dans un même texte confère à l'overdose au dégoût. Cette dénonciation, même si elle peut apparaître comme moralisatrice, est néanmoins quelque part salvatrice. Nul doute que les Pinsons Charlot n'ont pas terminé leur combat. Voilà, je te propose maintenant, Cyprien, après cette présentation du livre Tentative d'évasion fiscale de Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, que l'on passe au débat et à la première question sur laquelle je te propose de discuter aujourd'hui. Voyons tout d'abord ce qu'on pense du principe de l'impôt. Est-il normal de payer des impôts et en miroir d'essayer d'en payer moins, voire de ne pas en payer ? Je pense que payer des impôts, c'est quelque chose qui est normal et qui est entré dans notre société. On a besoin de systèmes de santé, de systèmes d'éducation, ces systèmes étant tous offerts gratuitement ou alors avec des frais adaptés en fonction des revenus. On a besoin de payer des impôts pour qu'il y ait une certaine équité au niveau des choses qui sont essentielles à la vie de tout le monde et au bien-être de la population. En revanche, en payer moins, c'est aussi quelque chose qui se comprend. Vouloir en payer moins, on a toujours envie de payer les choses, de payer moins, de garder son argent. Oui, par rapport à ça, on est dans une société où on cherche toujours le billet low cost en avion, les fruits bio qui soient un peu moins chers. Les soldes, enfin tout ce qui est... on cherche à faire des économies parce qu'on est aussi dans un contexte économique qui n'est pas très florissant. Et donc pour moi, payer l'impôt, c'est quelque chose de très juste et de très important. Je trouve que payer des impôts, ça devrait être un plaisir. Oui, parce qu'on et pourrait de se rendre compte de tout ce que ça permet en fait. Il y a tout ce que ça permet que tu viens de commencer à évoquer. Et puis on pourrait se dire aussi que quelque part, plus on paye d'impôts, plus on a de revenus. Donc, quelque part, on devrait être content de payer des impôts. Parce qu'on pourrait aussi se dire que des gens qui ne payent pas d'impôts, qui en sont exonérés, eux aspirent peut-être à en payer. Exactement. Et je trouve que aspirer à payer un impôt, c'est quelque chose de plutôt positif. Ça veut dire qu'on entre dans une vie différente. Enfin, moi, j'étais étudiant, là, je rentre dans une vie qui est plus active. Payer un impôt, c'est aussi une transition entre... devenir adulte, exactement, grandir. Devenir adulte, c'est presque un rite de passage de notre société, ce que je trouve assez marrant. S'il n'y a plus de service militaire, on paye un Exactement, on passe du service militaire à l'impôt sur le revenu, ce qui est plutôt chouette. Après, effectivement, plus on paye d'impôts, plus on gagne d'argent. Mais je pense qu'il y a forcément une limite à ce système. C'est-à-dire que quand on gagne énormément d'argent, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'en donner 50% à l'État et qu'on ait envie de conserver le fruit de son travail. L'argument de droite. Mais... Pas forcément. non, mais c'est... Mais en revanche, je trouve que l'impôt est quelque chose d'essentiel au fonctionnement de toute société qui veut avoir un fonctionnement avec un système égalitaire et... Enfin, pas de l'égalitarisme, hein, mais vraiment quelque chose où tout le monde a les mêmes chances. Équitable. Exactement. Et avec l'équité plus que l'égalité. Enfin, et en revanche, on associe souvent un mot qui va souvent avec l'impôt, c'est la confiscation. Mmh. Pour moi, c'est vraiment pas une confiscation, c'est juste accepter une société, y participer, en profiter et du coup, y participer, mais à tout point de vue, avoir les bienfaits, mais aussi se rendre compte que c'est bienfaits de la société. Enfin, c'est bienfaits. Bien grand mot, mais ce que l'État nous offre, on y est pour quelque chose et je trouve que ça a encore plus de valeur. On y a contribué, à hauteur de la contribution qu'on pouvait donner. Exactement. Et après, la question que tu poses, c'est jusqu'à
quel Quel- taux exactement. on impose. Et alors déjà, on peut avoir plusieurs questions. On va pas faire un débat économique sur les impôts, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait une progressivité? C'est-à-dire, est-ce qu'on paye, est-ce que c'est tout le monde qui paye un pourcentage? Je dis n'importe quoi. Ou alors, est-ce que plus on est riche, plus on doit payer? Et là, on va sans doute rejoindre les points de vue éventuellement politiques entre gauche et droite. Mais comme tu l'as dit en préambule, c'est aussi un choix de société. L'impôt, c'est pas non plus quelque chose qui arrive au XXe siècle. Non, C'est quelque chose qui est existe historique, depuis, qui devient depuis toujours. depuis la dîme, les Exactement. récoltes au Moyen Âge. Enfin, Oui, c'est toutes ça. ces choses-là, c'en est l'héritage, en fait. Et on est dans cet héritage qui est vraiment accepté par tous, je pense. Tout le monde accepte de payer l'impôt. Accepte parfois contraint et forcé, mais tout le monde paye l'impôt et ça fait partie des choses dont on a l'habitude, qui sont ancrées. Et pour juste revenir à cette proportion de l'impôt, honnêtement, je pense que je m'y connais pas assez pour avoir un avis sur est-ce qu'il faut un pourcentage ou une proportion, mais je pense qu'à partir du moment où on gagne beaucoup d'argent, après ça marche pas pour toutes les catégories professionnelles. Je pense que là c'est vraiment un point de vue que j'ai sur le monde de l'imposition, parce que oui, j'ai un point de vue sur le monde des impôts. Qui dit grande fortune dit souvent grande réussite, grandes entreprises. Et il faut aussi penser que ces gens qui travaillent et qui gagnent beaucoup d'argent ont créé des entreprises et ont entre autres créé beaucoup d'emplois, beaucoup de richesses pour la France, pour contribuer à leur image. Et je trouve que je dis pas de lever leur impôt ou de le baisser, mais c'est juste que il faut aussi prendre en compte, enfin pour moi, il faudrait prendre en compte dans le taux d'imposition de tout ce que permet ces grandes fortunes, de tout ce qu'elles permettent en France, de ce qu'elles apportent au point de vue de l'image de la France, de l'économie, de l'emploi, de ce genre de choses. Oui, je pense que c'est un argument qu'on peut totalement recevoir. Après, certains aussi n'ont pas eux-mêmes créé ces sociétés qui sont prospères et qui donnent de l'emploi. Il y a aussi les héritiers. Oui. Et après, on peut se poser la question entre celui qui a créé L'Oréal il y a des longtemps et Liliane Bettencourt, dont je parlerai dans la deuxième partie de l'émission, parce que j'ai vu une pièce de théâtre sur l'affaire Bettencourt. Et puis parler de l'exil fiscal sans parler des grandes richesses de France, ça serait un peu dommage. Donc c'est tout ça. C'est l'argument tel que tu l'as exposé me semble juste et recevable. En revanche, est-ce que certains font vraiment quelque chose et contribuent, si ce n'est d'être né au bon moment, au bon endroit, dans la bonne famille? Je pense que même si on est juste né au bon endroit au bon moment, on hérite. Certes, on hérite d'une grande richesse, mais on hérite aussi de quelque chose qui pourrait être qualifié de fardeau. Être à la tête des plus grandes entreprises françaises ou même de plus petites entreprises, mais être à la tête de quelque chose d'important, c'est pas très évident, je pense, quand on arrive dans ce milieu et que on aurait préféré faire autre chose et qu'on nous impose de reprendre une entreprise. C'est aussi faire une croix sur des rêves qu'on avait ou sur des ambitions qu'on avait. Et reprendre une entreprise qui, même si elle est florissante, je pense que ça demande beaucoup de travail, qu'on soit héritier ou créateur ou fondateur. Je pense qu'il y a du sacrifice dans tout, enfin du sacrifice. J'aime bien les grands mots. Mais je pense que héritier ou pas, ou fondateur, on a tous une part à jouer dans le rôle de l'entreprise. Et le résultat est le même pour l'économie et pour le nombre d'emplois et pour la Après, une autre question pour élargir un petit peu, une question presque philosophique ou morale, c'est-à-dire qu'on crée des richesses, on gagne de l'argent, on en gagne éventuellement beaucoup. Je pense par exemple à des sportifs, dont eux, on peut se demander. Ma question, c'est est-ce qu'il est moral, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une limite à l'argent qu'on peut gagner? Certains économistes, je crois Thomas Piketty, proposent qu'il y ait un écart entre ceux qui gagnent le moins et ceux qui gagnent le plus, qui soit de multiplié par 10 ou par 100, mais pas par 1000 ou par 10 000 ou par plus que ça. Est-ce qu'il faut une limite ou est-ce que le capitalisme n'a pas de limite? Et auquel cas, on peut peut-être faire... Qu'est-ce que tu en penses? C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, je précisais dans mon explication, dans mon intervention, que je parlais vraiment d'une catégorie professionnelle et pas de toutes, parce que je pensais effectivement au monde du sport ou des médias ou ce genre de choses. Mais... Va-t-on faire le procès des sportifs dans cette émission? Peut-être. En tant que grand sportif, oui. Mais effectivement, pour moi, le monde du sport, ça reste quelque chose d'assez incompréhensible. Après, je te laisse continuer. Dans le monde du sport, ils ont souvent le contre-argument de nous dire les carrières sont courtes, donc il faut qu'en 10 ans, on gagne des sommes. Qu'on gagne 50 millions, parce que sinon, on ne tiendra pas toute une vie. Oui, c'est vrai que... non, mais j'en rajoute un peu, mais c'est juste que pour moi, c'est même carrière courte, vu les sommes qu'ils gagnent, je trouve ça complètement démesuré et je trouve ça malsain.
de gagner autant d'argent, alors même si c'est aussi beaucoup de travail, oui c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais tout le monde travaille beaucoup parfois, enfin je pense aux étudiants de médecine qui gagnent 10 fois moins, qui font 7 ans d'études à travailler beaucoup. Qui est beaucoup plus la population, si ce n'est que les footballeurs peuvent éventuellement donner du rêve aux gens, mais Oui. ça fait pas beaucoup plus loin que ça. Exactement, ça permet ces petites fenêtres d'évasion et de détente qui sont très importantes, hein, mais pourquoi un footballeur qui permet aux gens de vendre du rêve aux gens gagnerait des sommes astronomiques et le comédien ou l'écrivain gagnerait beaucoup moins alors qu'il permet aussi de l'évasion et du rêve aux gens en travaillant peut-être beaucoup plus ou moins ou en ayant une vraie recherche. Je juge tellement les footballeurs, c'est pas possible. Je sais pas, je trouve que vraiment on a un problème, une fois de plus un très grand mot. Pour moi c'est un problème, ces grands sportifs qui gagnent vraiment des sommes mirobolantes. Je comprends pas comment on peut se permettre de donner de telles sommes à des personnes qui font du sport, alors que le sport à la base c'est l'esprit Pierre de Coubertin. L'important c'est de participer. Voilà, je comprends pas ce monde du sport qui est devenu un monde du business avec des investisseurs du monde entier qui rachètent des équipes. J'ai du mal à cerner, surtout le fait de... Alors ça c'est aussi un mot qui me choque, le fait de vendre des joueurs à des sommes astronomiques qui plus est. Je comprends pas que les footballeurs en fait acceptent le fait d'être vendus. Je trouve que c'est très problématique. Voilà, c'était mon point de vue sport Non, mais de très loin parce que je ne m'y très- connais pas trop dans ce très milieu, intéressant. mais Si on revient sur les impôts, donc tu nous disais en introduction que l'impôt était plutôt bien, de ton point de vue, et nécessaire, puisqu'il permet à la société de donner Mhm. des services Exactement. résumons, de santé, Oui, d'éducation, enfin les choses les auxquelles transports. on bénéficie tous et on ne se rend pas forcément compte en fait. Donc on pourrait dire que ce point de vue est, me semble-t-il, le point de vue qu'il faut défendre. Mais en revanche, est-ce qu'on ne peut pas avoir les plus riches, des très riches, ceux qui éventuellement veulent échapper à l'impôt, qui pourraient se dire « mais moi j'en ai pas besoin de ces services-là. De toute façon j'ai les moyens de tout me payer moi-même. C'est-à-dire j'ai les moyens de payer des gens qui viendront faire l'éducation de mes enfants. J'ai les moyens d'avoir mon jet privé. Donc à quoi bon avoir des avions, des aéroports, des choses comme ça. J'ai les moyens d'avoir du personnel pour me servir. Si j'ai besoin d'aller faire une opération, je vais dans n'importe quel hôpital. Et j'ai les moyens de Voilà. de Donc, payer. qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Alors je vais juste prendre une petite seconde pour réfléchir pour essayer de construire une réponse qui sera peut-être plus structurée que si je répondais du tac au tac. Je pense qu'à partir du moment où on évolue dans une société, qu'on grandit dans une société, on en accepte les règles en décidant d'y vivre. Et l'impôt sur le revenu, on le sait très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, on passe de la vie d'étudiant à la vie d'adulte en payant cet impôt, et on le sait pertinemment. On a tous vu la tête de nos parents un peu décomposée en recevant cette fiche d'imposition. Je pense que c'est un souvenir... Quand tu recevras ta première, tu auras Exactement, aussi je pense une que tête j'aurai décomposée. aussi cette décomposition sur mon Puis visage. après, on prend un peu de recul et on se dit, bah, si j'en paye, c'est aussi parce que je bénéficie Exactement, de tout ça. des études et tout ça. Mais pour ces gens qui ont les moyens de tous payer, mais très bien, tant mieux pour eux. S'ils ont besoin s'ils peuvent se payer des choses fantastiques, tant mieux pour eux. Mais il faut aussi qu'on accepte cette société dans laquelle on évolue, dans laquelle on vit, et accepter de payer un impôt. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Enfin, je trouve ça même très bien. On gagne tellement d'argent que parfois on sait plus quoi en faire. Bah, autant payer un impôt et aider d'autres qui ont peut-être moins de facilité, qui sont peut-être moins chanceux. Ce que font parfois certaines personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Oui, Je pense à Bill Gates, exactement, par exemple. c'est le nom qui nous vient tous à l'esprit, je pense, quand on parle de bienfaiteurs très très riches. Oui, je pense qu'il y a de ça, et il y a aussi d'autres grands noms qui, eux, alors je pense, ont quand même recours à l'exil fiscal, mais qui vont essayer pas de gagner de l'argent, mais de défiscaliser un peu avec l'art contemporain, en achetant de l'art, en créant des grandes fondations, en créant des musées. Bernard Arnault, François C'était pas Pinault. du tout les exemples auxquels je pensais, mais Mais à qui non, pensais-tu? effectivement, je pensais vraiment à ces deux noms-là qui se servent de l'art pour défiscaliser, ce qui devient aussi un problème dans le monde de l'art contemporain avec Parce que ça fait augmenter exactement, les le cotes prix. des artistes deviennent mirobolantes et on D'un en autre- sort.
D'un Et- autre côté, quand ils défiscalisent, c'est aussi parce que la loi fiscale le leur autorise. Oui. Ce qui est un peu différent de ce dont on va parler après, qui Oui, est l'exil ou l'évasion fiscale. Pour le coup, on prend son argent. et Les Pinson Charlot racontent ce que je ne savais pas du tout dans leur livre, Tentative d'évasion fiscale, qu'il y a à Genève un port franc dans lequel il y a des immenses containers, on va dire, qui sont des sortes de musées privés rangé avec des œuvres d'art. un nombre incalculable que personne ne voit jamais, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans des fondations, dans des musées, c'est juste de la défiscalisation. Et moi honnêtement, alors je sais pas si tu connaissais cette anecdote, mais Si, oui. cette anecdote que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans leur livre m'a laissé un peu parce que je me dis finalement ils défiscalisent mais ils profitent même pas de leurs œuvres d'art. Mais ils ont quelque même plus part. la place dans leur salon, je pense, de profiter de leurs Ils ont œuvres pas de d'art. salon, ils ont des châteaux. Non, mais c'est le problème dont je parlais juste avant, le problème de l'art et de cette loi sur la défiscalisation Enfin, sur l'art qui permet la défiscalisation, je pense que c'est une bonne chose pour l'art, mais c'est aussi un gros problème avec des codes qui s'envolent, avec des œuvres qui sont achetées parce qu'il faut acheter de l'art, parce que ça nous permet d'économiser, et c'est Même quand si même on un n'aime pas ça. investissement, même si on n'aime pas ça, et d'ailleurs parfois c'est assez révélateur dans les fondations de voir des collections qui sont pas vraiment, je pense, des œuvres achetées par goût, mais achetées parce que il faut les acheter. J'ai eu à la fondation Louis Vuitton au Bois de Boulogne, j'ai été frappé. Une fondation qui se veut comme vulgariser l'art contemporain, le rendre accessible, avec des artistes pas très connus. On retrouve tous les grands chefs de file de l'art contemporain, Giacometti, Mona Hatoum, Giuseppe Pennone. Et donc, oui, c'est une très bonne chose, parce que du coup, on peut voir des œuvres d'art contemporain, mais c'est pas de la démocratisation, les gars, c'est de la défiscalisation. Et ça pue la défiscalisation quand on rentre dans cette fondation qui est immense. Qui est un très beau bâtiment a priori. Oui, alors le bâtiment est très beau, je trouve que c'est presque trop pour une fondation en fait. Je pense c'est très très joli, c'est très visuel, il doit y avoir un taux d'instagrammation phénoménal sur ce musée, mais le parcours à l'intérieur est pas top, et c'est pour ça, donc j'y suis allé avec une de mes amies avec qui je faisais l'histoire de l'art, et on s'est vraiment rendu compte à quel point l'art n'avait plus aucun sens pour ces personnes, si ce n'est de voir défiscalisation écrit en gros sur toutes les toiles, sur toutes les sculptures. De l'art, ça devient des billets. Exactement, c'est un investissement comme si on achetait un appartement à Paris ou si on achetait un bateau. Mais c'est plus de l'art pour eux, je pense que c'est des lingots qui s'accrochent au mur. Puisque tu nous parles de bateaux, je propose qu'on change un peu de sujet et qu'on part dans les paradis fiscaux. Alors je parle de bateaux parce que certains paradis fiscaux sont quelques îles insulaires. un peu éloignées. Alors quelques données issues du livre des Pinson Charlot. Donc les Français détiennent actuellement environ 350 milliards d'euros offshore, dont la moitié en Suisse, dans des coffres de banque. Il y a des listes publiées de paradis fiscaux. Alors finalement il n'y a que 8 pays qui sont dans les listes, et alors des pays où on trouve le Brunei, alors je vais reprendre le livre, quelques endroits qui finalement sont des gens qu'on met dans ces listes là parce on fait pas vraiment d'affaires avec eux, donc le Botswana, le Guatemala, les îles Marshall, Montserrat, Nauru, Niue, je sais même pas exactement où c'est, en Micronésie, et les Philippines. Et ne sont pas dans ces listes dits de paradis fiscaux la Suisse, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'État du Delaware aux États-Unis, Monaco, Andorre, Jersey. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'on se moquerait peut-être un petit peu de nous, en fait, dans ces publications. Je pense que l'exil fiscal est aussi devenu le gouvernement a une politique de... les gouvernements, oui, pardon. Je parle date. juste du gouvernement français, pas forcément celui actuel, mais les gouvernements français ont tous eu une politique de lutte contre l'exil fiscal, et que c'est surtout quelque chose de très image. C'est la communication, exactement. Je trouve que dans leur démarche, il y a quand même beaucoup de communication. C'est que mon avis, hein, mais je pense que le conseiller com de l'Élysée doit avoir... quand il y a un gros problème au sein de l'État, la carte, on balance quelqu'un qui fait de l'exil fiscal, ça fait toujours du bon boulot et ça fait oublier tous les problèmes précédents. Et je pense que tous ces pays qu'on ne cite pas dans cette liste, c'est aussi de la communication, c'est-à-dire qu'on a des relations avec eux. Enfin, le Brunei, tous les pays que tu as cités, on n'a aucune relation avec eux, si ce n'est pour les critiquer, notamment le Brunei avec la loi de la charia qui a été remise en place. On les a critiqués, mais
comme jamais, et ce qui est tout à fait honorable, hein, je suis d'accord avec cette critique, mais Mais on ne dit rien contre la Suisse, exactement, le parce que Luxembourg et les Pays-Bas. on peut pas se permettre de se mettre à charge. Bah, déjà, on est dans... Enfin, pas pour la Suisse, Pas mais pour pour la les Suisse, deux on autres, est dans une union commune. Voilà. Je pense que ce serait un peu problématique. C'est pour ça que ce côté communication parfois me gêne un peu dans tous ces gros, enfin, dans ce problème d'exil fiscal, c'est que on ne sait plus vraiment la volonté de ceux qui la dénoncent, si c'est critiquer un fonctionnement et essayer de faire revenir à une norme qui est payer l'impôt pour tout le monde, ou juste faire oublier des affaires un peu trop encombrantes pour les gouvernements, ou ce genre de choses. Ça reste un peu sombre pour moi, même si je t'avoue qu'avant avant mercredi de cette semaine, je ne savais pas du tout en quoi consistait l'exil fiscal, mais après Tu mes as bien quelques préparé. recherches, j'ai eu ce sentiment de, pas de mascarade, mais de conseiller de communication. Ouais, Après, les paradis fiscaux, ils sont aussi dénoncés parce que c'est là où il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Oui. Alors, l'argent sale, l'argent de la drogue, ce genre de choses. Il y a souvent, régulièrement, des grandes déclarations disant on va faire le ménage. Hein. Oui. J'ai souvenir de quelques déclarations comme ça. Et on voit finalement, et c'est ce que dénoncent mes amis sociologues dans leurs livres, que finalement, au-delà de ces grands principes, de ces grandes annonces, derrière, il ne se passe pas forcément grand-chose. Alors, selon eux, une des explications, c'est que c'est un milieu oligarchique qui est à la tête des États, on va dire, même si on parle de la France, qui a des liens forts avec les gens qui sont dans la finance. Je citais en introduction le cas d'Emmanuel Macron, hein, qui a quand même été banquier chez Rothschild. Alors après, Oui, c'est rien contre Emmanuel Macron, mais c'est non, mais quand même... ça montre un C'est une fonctionnement. caste, c'est endogamique. Et voilà, donc après, au-delà des grandes annonces, presque de communication, comme tu disais, Cyprien, derrière, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on veut passer aux actes? C'est vraiment la question qui reste de mes recherches que j'ai fait un peu cette semaine ici et là, où j'ai glané quelques informations. Est-ce qu'on a vraiment envie de gérer cette situation, ou est-ce que finalement, c'est pas un des problèmes essentiels du moment, ou est-ce que tout le monde est conscient de cet exil fiscal, mais est-ce que il y a une vraie volonté d'agir? Moi, c'est vrai. Après les quelques articles, j'ai lu quelques articles après ces recherches. Vraiment, je me pose cette question de la volonté du gouvernement, de la volonté même de l'État français à vouloir abolir ces paradis fiscaux. Sachant que, sans doute, pour reprendre tes termes, abolir les paradis fiscaux, la France toute seule, elle ne pourra jamais y Oui. arriver. Et il me semble qu'il y avait eu une conférence il y a quelques années où c'est vraiment les chefs d'État puissants. Mais alors c'est compliqué parce que le président des États-Unis, par exemple, il va y avoir le Delaware, qui est un des États qui lui est très réputé pour être un paradis Oui. fiscal. Donc je vois pas comment le président des États-Unis pourrait dire on va arrêter les paradis fiscaux, ou alors il va le dire oui, sauf le Delaware. C'est ça, parce que et à partir de là, c'est très compliqué de trouver une conjoncture où tout le monde et de trouver des alliés. aille dans le même sens. Parce que, oui, tu prenais l'exemple du Delaware, mais le Luxembourg, tous ces pays le Luxembourg, pardon, n'était pas dans la liste, mais tous ces pays qui sont considérés comme des exils fiscaux, c'est aussi un gros revenu pour eux, tout cet argent qui dort chez eux, c'est aussi une puissance politique que ça leur accorde. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment envie, eux, de plus faire partie de ce système? Est-ce que ce serait vraiment judicieux pour eux? Et est-ce que la France toute seule peut se permettre de se mettre à dos des dizaines de paradis fiscaux? Et je pense que c'est vraiment un problème qui, pour le gérer, va déclencher d'autres problèmes politiques, d'autres problèmes de relations, et c'est pas seulement quelque chose qu'on peut... c'est pas quelque chose d'autonome. Si on veut le gérer, c'est pas quelque chose... On va pas s'attaquer à seulement un problème, on va s'attaquer à une chose, mais qui va... C'est très global, en fait. C'est ça. C'est vraiment un problème qui va en déclencher d'autres et qui va avoir des répercussions hyper importantes, je pense. Alors, on pourrait quand même... Qui aurait, des répercussions très importantes. On pourrait penser que depuis quelques années, il y a quand même eu des améliorations, ou malgré les tergiversations ou la communication, même si ça ne va pas aussi loin que ce qui est dit, quand on regarde dans le détail, il y a quand même des choses qui sont faites. Mais après, ça se fait parfois au prix de menaces. Je voulais juste citer ce qui s'était passé en Suisse. Donc, Jean Ziegler, qui est un chercheur, journaliste assez connu, avait dénoncé il y a quelque temps le rôle de la Suisse, qui avait abrité des richesses nazies à l'époque. Et pour avoir dit ça,
contre la Suisse, donc pays à la neutralité bien connue. Bien connu, Quoique, peut-être que oui, peut-être que non. sachant qu'il y a à l'époque, il y a les nazis, mais il y a des dictateurs africains aussi qui Oui. stockent plein de choses Beaucoup en de Suisse. choses. Il y a beaucoup de monde qui stocke des choses en Suisse, je pense. Voilà, Genève est quand même réputée à son aéroport pour avoir plein de jets privés. Oui. Donc il n'y a pas de fumée sans feu, si C'est j'ose un cette peu expression. borderline comme. Voilà. comme ville. Donc, en revanche, il y a quand même des échanges qui se font entre les gouvernements maintenant pour avoir un peu les listes des comptes secrets. Oui, il y a des des choses comme ça. Donc, pas des collaborations, mais il y a des choses qui il y a des avancent. choses qui se font ensemble. Mais ce problème de trésor de guerre, enfin, j'appelle ça trésor de guerre parce que c'est quand même le cas. Je pense que c'est aussi un problème qui en déclenche d'autres. Je pense que en fait, la Suisse est certes très neutre, mais je vais faire un jugement peut-être un peu bizarre, mais peut-être qu'elle a peut-être qu'elle a agi à des moments où elle aurait mieux fait de rester vraiment neutre, en fait. Mais parce que une fois de plus, ça leur a rapporté de l'argent de conserver toutes ces fortunes et toutes ces œuvres d'art. Mais maintenant, qu'est-ce que ça leur apporte et quel serait le préjudice si on mettait vraiment un jour les trésors de guerre qu'elle avait pour la Suisse? Sans doute, elle perdrait beaucoup. Oui, c'est pour ça que je pense que on est une fois de plus dans un problème global qui va... Là, c'est un problème qui est pour le coup très image pour la Suisse. Jean Ziegler, j'avais pas trop entendu parler de lui avant de lire ta petite note, mais bien sûr, je pense que ça vient à l'esprit de tout le monde quand on parle de la Suisse, de l'exil fiscal et des comptes pas forcément avec des provenances très sûres. On pense tout de suite à ces trésors de guerre. Ouais. Alors, puisqu'on parle des comptes, on va passer à une question supplémentaire qui va être de parler un petit peu de Jérôme Cahuzac. Alors, pas pour Jérôme Cahuzac en lui-même, mais pour voir un peu ce qui s'est passé autour de l'affaire. On rappelle, il était ministre du budget, il avait fait une déclaration comme c'était en vigueur pour tout membre du gouvernement, où on déclare sa fortune. Oui, on fait un état des lieux de ce qu'on possède. Et puis, il y a eu Mediapart qui a sorti différentes affaires, où les yeux dans les yeux, Jérôme Cahuzac nous a dit non, je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Et puis finalement, il s'est avéré qu'il avait des comptes en Suisse, à Singapour, je crois aussi. Donc voilà, ça a été l'affaire Cahuzac. Bon, après, il est parti du gouvernement. Il y a eu Thomas Thévenoud qui est arrivé au bout d'une semaine. Lui, alors c'est pareil, il était au budget, me semble-t-il. Il a reconnu qu'il avait une phobie fiscale et que donc il ne payait pas ses impôts. C'était un peu étrange. Alors, les Pinson-Charlot, dans leur livre, qui sont très, comme je le disais en introduction, dans leur sociologie de la domination, expliquent que finalement, Cahuzac, il a succédé à Eric Woerth, puisque c'était son successeur au ministère. Successeur. Et donc, il y a une sorte dans l'affaire Bettencourt, de renvoi d'ascenseur, disent-ils, puisqu'ils appartiennent au même monde, le monde des puissants. Oui. Alors, Cahuzac est particulier, puisque lui, il n'a pas fait l'ENAC, il était médecin, mais bon, il était quand même ça reste puissant, un monde d'influence et de pouvoir. Et donc, il dénonce aussi la collusion avec les médias. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de ça, et puis après, on reviendra sur la repentance fiscale. Ce que je pense du problème Cahuzac ou de l'impact des médias dans le... Les deux. Alors, moi, dans l'affaire Cahuzac, il y a quelque chose qui a choqué tout le monde, je pense. C'est le côté où non, j'ai rien à me reprocher, je suis vraiment... pas de problème pour moi, pas de compte caché, tout ça. Et ben en fait, si. Et donc, du coup, quel exemple ça donne, ça, pour les gens qui payent leurs impôts tous les mois, qui font peut-être pas partie du monde des puissants, mais qui font partie de la société française et qui sont réglo, qui payent leurs impôts, Surtout qu'on le rappelle qu'il était le ministre des Impôts. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est pas correct, quoi, les gars. Enfin, attention, je sais pas. Mais est-ce que c'est pas, quelque part, un tel attrait du pouvoir qu'on en oublie, on se croit mais je pense qu'on oublie qu'il y a des règles, en fait. On est tellement dans une sphère où on est intouchable avec des immunités, pas mal de privilèges, qu'on n'a plus rien à faire de la loi, quoi. On est ministre des impôts. Alors qu'avant, on a été député, ministre du budget. Député, celui qui crée la loi. Oui. Et il y a tellement d'incohérences et ça ferait presque un petit vaudeville, cette histoire, je trouve. Avec des rebondissements, avec
Je comprends pas vraiment ce qui est passé dans la tête de Jérôme Cahuzac à partir du moment où autant être franc dès le début et partir discrètement et Oui, parce que en plus, il n'y a pas forcément une contradiction à être riche et ministre de gauche. Non. En fait, elle n'est pas là la non contradiction. bah, La sinon, contradiction, et ce que tu dénonces à juste titre, me semble-t-il, c'est le mensonge en c'est fait. ça, c'est le fait de pas être franc avec avec les contribuables. C'est ça, c'est à partir du moment où on est ministre, je pense qu'on se doit d'être clair. Après, On doit être exemplaire aussi. exactement, exemplaire. Et là, en l'occurrence, il ne l'était vraiment pas. Bon, ça s'est retourné contre lui Oui. après, mais il n'empêche que ça, potentiellement, symboliquement, ça a sans doute coûté, ça peut avoir, comme tu le disais justement, incité certains à se dire bah, pourquoi moi j'en paye des impôts. Exactement. Et pourquoi moi je paierais des impôts alors que le ministre du budget qui gère les impôts n'en paierait pas? Enfin, ça paraît tellement grotesque que je comprends pas l'énervement, mais le questionnement de... Puis après, quand c'est un homme politique comme ça qui se fait prendre la main dans le sac, si j'ose dire, ça décrédibilise le monde politique. Exactement. Et ça Parce laisse que- la porte ouverte au poujadisme, au lepénisme et à toutes ces choses-là. Exactement. Parce que si lui le fait, pourquoi d'autres ne le feraient pas? C'est... Et après, ça met le doute sur Surtout que tous les hommes politiques. Tout à l'heure, tu parlais des puissants, enfin d'une classe, d'une caste. Mhm. Ils en font tous partie. Alors pourquoi un et pas tous? Parce qu'il y avait eu cette idée du gouvernement actuel de faire une déclaration de propriété, enfin, De patrimoine. Mais à la limite, ça c'est qu'un avis personnel, mais je m'en fiche de ce qu'ils ont. Enfin, s'ils sont riches, très bien. Enfin, ils ont réussi. D'ailleurs, on avait vu qu'il y avait certains ministres, Laurent Fabius et Marisol Touraine, qui étaient particulièrement riches, Oui. et puis d'autres qui l'étaient moins. Mais ça ne nous regarde pas. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est ce côté un peu voyeur dans cette histoire. C'est que s'ils sont riches, très bien. Enfin, tant mieux pour eux. S'ils sont moins riches, je pense qu'ils se contentent de ce qu'ils ont et que ils arrivent à vivre dignement quand même. Mais c'est pas la richesse qui importe. C'est vraiment le côté, on est réglo, on paye nos impôts et voilà, on fait comme tout le monde. On a juste des jobs un peu plus importants où on a peut-être plus de responsabilités, mais on vit comme tout le monde, on paye les impôts comme tout le monde et voilà, enfin, pour moi, c'est pas une déclaration de revenus ou de patrimoine qui m'intéresse, c'est le fait de participer à... Puis d'avoir l'effort. confiance dans Exactement. les gens qui nous gouvernent. Après, par rapport à ce que tu disais, le fait qu'il soit une caste, des dominants, bon, c'est sans doute vrai. Après, ce qui interroge, me semble-t-il, c'est que les députés, on va parler des députés plus que des ministres, puisque les députés sont élus, ils sont là pour représenter le peuple. Et quand on regarde la composition sociologique de l'Assemblée nationale, on est très loin de la composition sociologique de la France. C'est-à-dire que, alors j'ai pas de chiffres en tête, mais il doit y avoir 1 ou 2 députés qui sont issus du monde rural, il doit y avoir peut-être une dizaine de députés issus du monde ouvrier, et la plupart des députés sont issus de la haute fonction publique, des médecins, de ces catégories-là. Alors, sans doute, il y a une certaine logique à ce que des gens qui aient fait peut-être beaucoup d'études, des choses comme ça, accèdent à ces postes-là, mais d'un autre côté, les députés, ils ont des conseillers qui, eux, traitent plus les dossiers techniques. Donc sur cette représentativité en fait et la composition sociologique, ça nous permet de rebondir sur le livre qui est écrit par des sociologues. Ça pose question. J'entendais ce matin aussi que je crois que c'est à Dubaï ou il me semble que c'est à Dubaï, le ministre de la jeunesse qui vient d'être mis en place à 22 ans. C'est un symbole très fort. Ça me paraît très cohérent. Généralement, alors 22 c'est peut-être un peu jeune, mais pourquoi pas? C'est ce que je pense que dans ces métiers, on est le porte-parole. Et qui dit porte-parole dit staff derrière qui aide, qui conseille, qui gère les dossiers vraiment, pas qui gère les dossiers, mais pour moi un député c'est vraiment quelqu'un qui va se faire porte-parole d'un milieu duquel il vient. Et du coup, il a besoin d'être représentatif de ce milieu. Et représentatif d'une population, d'une société. C'est pour ça que je comprends pas très bien c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette répartition pas de provenance. Je comprends pas pourquoi les députés viennent tous quasiment du même milieu, en fait. Parce que la France n'est pas un seul et même milieu. C'est plutôt diversifié même, je pense. Oui. Avec des gens qui sont dans le rural, des gens qui viennent du monde ouvrier, des gens qui
font des études, Oui, parce que des gens même qui... les députés qui sont issus des départements ruraux sont pas eux-mêmes des ruraux. Non. Ça paraîtrait logique que les députés qui représentent la population d'Île-de-France ne soient pas des gens du milieu rural. Oui, Ça. et ça me paraît très logique que les, que Mais les en députés revanche, du rural ne soient pas représentés par des gens Je suis pas sûr que citadins. les députés de la Corrèze soient pas plus des médecins ou des fonctionnaires Oui. que des... Et je veux pas dire qu'en Corrèze, il y a que des agriculteurs, Non, mais c'est juste que ça serait l'idée, plus là. représentatif et peut-être plus efficace et avec une meilleure idée de ce qui se passe dans cette région. Une dernière question, avant de passer à la deuxième partie. Une citation du livre. L'amende est bourgeoise et petite bourgeoise, l'emprisonnement ferme et sous-prolétarien, l'emprisonnement avec sursis est populaire. Qu'en Belle- dis-tu ? Belle citation déjà. L'amende est bourgeoise et petite bourgeoise. En fait, j'ai l'impression que plus la sanction est importante, plus celui qui va subir cette sanction est pas important en fait. D'où la thèse Tu- dominante de ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais l'amende est bourgeoise et petite bourgeoise. Bourgeois et petit bourgeois, ça fait quand même un peu cette classe de dominants. Et Mhm. ensuite, l'emprisonnement ferme et sous-prolétarien, ça fait Là, vraiment... c'est le pire, c'est- l'emprisonnement ferme. Enfin, et puis, sous-prolétarien, c'est pas le pire, mais c'est juste... c'est ceux qui ont le plus souvent le moins accès à À la culture, l'éducation, à l'éducation et aux postes importants. Et l'emprisonnement avec sursis et populaire, c'est plus le C'est côté... l'entre-deux. exactement, le citoyen lambda. Mais je trouvais que cette citation était plutôt bien trouvée. Ouais, et elle est hyper révélatrice, je pense, de la façon dont on gère ses affaires d'exil fiscal et d'impôt sur le revenu. As-tu d'autres choses à dire autour de ce livre ? Alors, autour de ce livre, non. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'exil fiscal, je pense que comme tout le monde, on a nos petites brèves sur nos téléphones qui font Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany, détournement de fonds, tout ça, mais c'est quand même pas mon sujet de prédilection. Mais tu t'en es très bien tiré. Mais en revanche, ouais, c'est vrai que je suis plutôt content de moi. J'ai réussi à trouver non, c'est parce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, des rapports entre les problèmes fiscaux et l'art contemporain, on en trouve pas mal. Mais là, c'est une approche un peu différente de deux artistes italiens qui se sont retrouvés en 2012, je crois, je suis plus très sûr de la date, mais ça n'importe pas vraiment, en Haïti. Je trouve que c'est assez drôle de commencer l'histoire qui va suivre en Haïti, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Oui, si c'est ce n'est dans les 10 pays c'est les ça, plus pauvres. donc, dans les pays les plus pauvres du monde. Par quoi. rapport à la citation qu'on vient de citer, ça serait le sous-prolétariat. Oui, prison ferme directe là. Et donc ces deux artistes italiens, Paolo Woods et Gabriele Galimberti, mon italien est pas top, qui ont été invités aux rencontres d'Arles l'année dernière avec un travail qui commence autour d'une réflexion entre les deux. Gabriele retrouve Paolo Woods à Haïti et il lui dit que c'est l'année passée pour lui a été plutôt une année de réussite, mais qu'il doit en revanche payer 50% d'impôts sur son revenu annuel. Et en rigolant, ils se disent bah oui, mais bon, tu devrais aller dans un paradis fiscal et comme ça t'éviterait de payer trop d'impôts. Alors, ils ne l'ont pas fait, enfin, ils sont allés pour le coup dans des paradis fiscaux, mais pas pour y déposer leurs argents, mais pour faire une série photo afin d'illustrer tous ces lieux qui sont quasiment mythiques. Photos qui ensuite leur ont permis de générer peut-être d'autres revenus Exactement, et, et de d'autres payer impôts. plus d'impôts. Mais qui serait du coup synonyme de réussite pour eux. Et donc oui, tous ces pays qu'on érige un peu comme symbole de l'exil fiscal, je pense à Panama, aux îles Caïmans, aux îles Vierges ou même à Singapour, eux ils sont allés. Et ils ont pris des photos qui sont quand même vraiment très chouettes, qui ont un côté un petit peu Martin Parr, je trouve, ce photographe anglais qui montre une société, bon alors là pour le coup c'est sur la société britannique, là c'est sur la société de l'exil fiscal, mais des photos où on voit un homme d'affaires au téléphone dans un appartement avec une vue sur une plage magnifique ou des dames dans un musée avec beaucoup d'art contemporain autour d'elles, on a l'impression qu'elles font leur marché. Enfin, je trouve que c'est assez révélateur de tous les problèmes que la fiscalité et les dérives de la fiscalité engendrent un petit peu. On ne manquera pas d'illustrer l'émission avec quelques-unes Oui, non, là, des parce photos que que tu consultes actuellement sur ton iPhone. Exactement, en vous parlant, je suis en train de checker mes photos pour avoir plus de contenu. Et il y a une photo moi, que je trouve très très drôle, c'est vraiment le symbole absolu de l'exil fiscal où on voit un type en contrôle fiscal, n'importe quoi, ce lapsus, en costume cravate plutôt, qui discute avec un autre homme dans une salle blanche avec des coffres-forts partout.
un peu ce white cube, mais de l'art contemporain qui serait plutôt décliné en white cube de l'exil fiscal. Et ça se passe à Singapour, avec là où les particuliers peuvent déposer tous leurs biens avec aucun moyen de les déclarer et de les comptabiliser qui sont hors de tout contrôle fiscal. Donc voilà, ça c'est ma découverte ma bonne découverte liée à l'exil fiscal, une bonne nouvelle en fait, parce que quand on lit des articles sur les exils, sur la fiscalité en général, on a rarement de bonnes nouvelles. Oui, alors que là, tu nous parles d'art pour terminer le débat. Je trouve ça plutôt chouette d'avoir ces jolies photos un peu kitschouilles mais qui fonctionnent bien. Voilà, c'était ma découverte du moment. Merci beaucoup. Ainsi va se terminer notre débat sur l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, prisés des plus fortunés. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission, où, avec Cyprien, nous vous conseillerons quelques idées de sortie, de distraction ou de lecture. En attendant, voici une pause musicale. Je vous propose d'écouter un extrait de « Ah, si j'étais riche » d'Ivan Rebroff. On se retrouve juste après avec Cyprien. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune? Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, de moi. Hey, adieu la charrette. Tous les jours, j'ai riche. De moi. Je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché. Des murs plantés bien droits, sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. De retour pour les propositions culturelles du jour avec Cyprien dans Délivrez-vous. C'est une carte blanche, libre et sans contrainte. Seul objectif, intéresser les auditeurs, les inciter à suivre les choix. On se retrouve après le jingle. Délivrez-vous. Deuxième partie. Les propositions culturelles de nos chroniqueurs. Alors, Cyprien, que vas-tu nous conseiller pour commencer? Un livre, un film, une expo, un musée? On t'écoute. Alors, je vais commencer par un film que je vais vous conseiller. En fait, je sais pas trop si je vais vous le conseiller. Tu nous conseilles de ne pas aller le voir, c'est ça? Non, je vous conseille pas de pas aller le voir, mais je sais pas si je vous conseille d'aller le voir non plus. Donc, le film, c'est Les Délices de Tokyo. L'été dernier, je suis parti à Tokyo. J'ai vécu un voyage absolument fabuleux que je pense j'oublierai jamais et qui me donne envie tous les matins de me barrer à Tokyo. Et je me suis dit, trop cool, un film qui se passe à Tokyo. Bon, alors, effectivement, ce film est très très beau. Beau dans le sens esthétique, mais surtout très très long. Contemplatif? Un peu trop. Et alors ça parle d'un sujet qui est pour le coup pas très marrant, mais qui est la vision de la population japonaise de la lèpre, avec tous les gens qui étaient malades de la lèpre, qui étaient mis en quarantaine, autour d'une histoire de doriyaki. Le doriyaki, c'est un petit pancake japonais fourré d'une espèce de marmelade de haricots rouges. Ce doriyaki, c'est pas mon meilleur souvenir de Tokyo. C'était même plutôt pas bon. Les sushis sont meilleurs que les doriyaki? Alors, il n'y a pas de sushi au Japon. Il y en a, mais j'en ai mangé pendant 2 semaines. J'ai dû en manger un. Ah. C'est un repas de fête, le sushi. Mais je comprends quand on voit ce qu'ils mangent autre quand c'est pas la fête, je comprends que le sushi soit un menu de fête. Mais donc ce film est chouette, est beau et une histoire somme toute touchante, mais est très très long, très très lent. Enfin, j'aime beaucoup voir les films en version originale, mais là je me suis rendu compte que le film en version originale japonais pendant 2h30, c'est quand même pas le plus simple un dimanche soir. Et alors en revanche, donc j'y suis allé avec une de mes amies et il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Donc c'est un film qui parle d'une vieille dame qui a eu la lèpre, qui fait des doriyaki avec un homme dont la vie est pas très facile, et d'une jeune fille qui a une vie elle aussi pas très simple. Donc le pitch parfait du film Télérama dans une langue qu'on ne comprend pas. Mais il y a un truc qui m'a vraiment
qui m'a fait sourire dans ce visionnage. Donc on était au MK de Beaubourg, comme quand on va aller voir des films Télérama. exactement, bio et sans gluten. Donc un film en japonais, sous-titré français, jusqu'à là, ça va. Mais il y avait un mec devant nous qui rigolait à chaque réplique, et je comprenais pas pourquoi ce type rigolait devant nous, parce que j'ai quand même, pendant 2h30, bien cherché s'il y avait une touche d'humour. Mais là, ça fait une semaine que je l'ai vu, ça fait une semaine que je cherche, et j'ai toujours pas trouvé. Donc voilà, c'était mon idée sortie, ou mon idée on reste chez nous et on lit un livre plutôt qu'aller au cinéma, mais Donc, en tout les cas... délices de Tokyo. Exactement, les délices de Tokyo. Et toi Marc, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine ? Alors moi je vous invite à aller au théâtre. Alors au théâtre de la Colline, ça se joue encore pour quelques jours, une pièce qui s'intitule Bettencourt Boulevard ou une histoire de France. On va revenir un peu à notre sujet initial. Donc c'est une pièce de Michel Vinavert, un auteur qui a environ 80 ans. C'est l'ancien directeur de Gillette France, et une fois qu'il a eu 40 ou 50 ans, il s'est mis à écrire des pièces de théâtre, et maintenant, donc 40 ans après, il fait des pièces de théâtre. Donc Bettencourt Boulevard, c'est une pièce qui est inspirée de la vie de la famille Bettencourt. Bettencourt, la famille créatrice de L'Oréal. La famille avec Liliane, exactement. la fameuse mamie zinzin des Guignols, il y a quelque temps. Une quinzaine mais de très personnes. généreuse néanmoins cette mamie Tout à fait, zinzin. Et on va voir dans la pièce une quinzaine de personnages, donc Liliane, André Bettencourt, son mari, les petits-fils, les deux petits-fils, un narrateur, la fille, Françoise Meyers Bettencourt, Patrice Demestre, François-Marie Bagné, Claire Thibault, la comptable, Florence et Eric Wirth, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, forcément. Excellent, l'acteur qui joue Nicolas Sarkozy avec les tics à la Sarkozy. On a aussi Lindsay Owen-Jones, le PDG de L'Oréal. Et voilà, on a tout ce monde-là, un petit peu plus de personnages. On a les deux patriarches, on va dire, les fondateurs. De L'Oréal. Alors, en termes de mise en scène, les acteurs sont là, mais c'est pas eux qui parlent, en fait, c'est une voix enregistrée, notamment la voix de Michel Aumont, qui donne l'impression que ce sont les fantômes en fait qui reviennent. Et alors avec toute l'histoire pendant la guerre, la participation, la collaboration, n'allons pas trop loin. C'est une pièce qui donc fondée sur l'actualité, autour de l'affaire Bettencourt, mais pas que. Ça nous montre la puissance, les puissants, les dominants. Cette caste dont on parlait tout à l'heure, sur ce que les Pinson Charlot dénoncent et traitent du moins. Mais ils les affectionnent aussi, parce que pour avoir passé 40 ans de leur vie de recherche en tant qu'universitaire à traîner dans ces milieux-là, je pense que n'y sont pas, tu crées des liens obligatoirement. Et du coup... Et c'est sans doute ce que j'expliquais en introduction, ce qui leur permet, malgré tout ce qu'ils peuvent en dire, de quand même pouvoir continuer à aller dans ce monde du Gotha. Mais est-ce que ça... désolé, du coup je rebondis parce que ça me pose question. Est-ce que leur objectivité reste intacte du coup ? Difficile à dire, mais malgré tout, je pense... Est-ce que leur ton, en tout cas, t'a semblé objectif ? Alors, dans ce livre-là, Tentative d'évasion fiscale, un petit peu moins, ils sont un petit peu plus partisans. Mais dans la sociologie de la bourgeoisie, parce que maintenant, ils sont retraités, donc ils sont plus au CNRS. J'ai eu l'impression qu'ils avaient une liberté de ton qu'ils n'ont peut-être pas dans les livres précédents. D'accord. Mais malgré tout, ils utilisent des méthodologies sociologiques étayées, donc... Globalement, on peut faire confiance sur ce qu'ils nous disent. Bon, excuse-moi pour cette petite aparté, je te laisse continuer et nous expliquer. Revenons donc à notre Bettencourt Boulevard. Exactement. Où on va voir aussi sur scène la passion entre cette vieille dame indigne, Liliane Bettencourt, et François-Marie Bagné. François-Marie Bagné qui est quand même plus attiré par les hommes que par les femmes, et qui pour autant va passer des années avec Liliane Bettencourt. Il y a tout l'aspect avec Sarkozy, Eric Wirth, du financement politique. Cette générosité un peu trop. Tout à fait. Donc, c'est la haine et l'amour entre la mère et la fille. La pièce se déroule en une trentaine de scènes, avec une mise en scène. Le théâtre de la Colline a un plateau assez grand, donc ce qui peut accueillir tous les acteurs, parce que tout l'espace. Il y en a pas mal, on dirait. C'est vraiment bien mis en scène. Il y a pas d'acteurs connus en fait sur scène, mais j'ai trouvé qu'ils étaient tous très bons. Avec alors, un certains jeu... même au physique, ne serait-ce qu'avec les lunettes que porte l'actrice qui joue comment s'appelle-t-elle, la fille Françoise. Ça on voit tout de suite la Liliane Bettencourt aussi avec sa coiffure. On le a l'air de la voir. avec 3 tonnes de lac. Donc c'est une bonne pièce, à la fois drôle et puis un peu politique. Donc ça s'appelle
Bettencourt Boulevard ou Une histoire de France. Au Théâtre de la Colline, c'est ça. C'est bien ça, Cyprien. Je vois que tu as bien écouté. Un deuxième conseil de ta part. Alors oui, alors moi c'est un conseil qui va être beaucoup plus flou, beaucoup plus loin, beaucoup plus... Idée vacances en fait peut-être. Alors c'est une exposition qui a eu déjà lieu à Londres au mois d'octobre et qui va avoir lieu la prochaine fois en Asie, mais le lieu n'est pas encore connu, mais c'est juste que c'est une exposition qui était vraiment très très belle et qui pour moi montre vraiment l'image du savoir-faire français, et ce que je trouve quand même très important. Tu vas nous parler de luxe, me semble-t-il. Oui, je vais vous parler de luxe, mais pas vraiment en fait. Je vais plutôt vous parler de savoir-faire et de métier d'art. L'exposition s'appelle Mademoiselle Privée, pour ceux qui auraient reconnu et ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est Coco Chanel en fait, qui sur sa porte de studio, là où elle crée toutes les collections Chanel, avait écrit Mademoiselle Privée. Et cette exposition va reprendre les métiers d'art qu'elle affectionnait particulièrement, donc la broderie, la plumasserie, mais aussi la parfumerie, vraiment tous ces métiers qui vont participer à l'image que Chanel a donnée à la haute couture et qu'elle a donnée à la France avec ses lettres de... Enfin, avec le côté, quand on pense à la France, on pense à la mode, et quand on pense à la mode, on pense à Chanel. Et donc, dans cette exposition, il va y avoir des petits workshops qui vont vous permettre de comprendre et de participer à ces broderies et à la formation, par exemple, d'un camélia. Vous allez pouvoir, avec le marié qui est fleuriste et qui est plumassier, donc qui traite les plumes, créer un camélia en boulant les pétales une à une et en les assemblant ensuite pour recréer le camélia iconique de Chanel qu'on a tous vu sur Liliane Bettencourt, par exemple. Qui est une des femmes qui peut se payer du Chanel. Oui, une des Françaises. Une des Françaises qui peut acheter du Chanel. Il y a pas qu'elle, hein, parce qu'il y a Chanel est une marque de luxe. Liliane Bettencourt, je pense qu'elle peut se payer la haute couture Chanel. Oui, voilà. La haute couture Chanel, 300 femmes dans le monde peuvent se l'offrir. Est-ce que c'est pas souvent les maris de ces femmes qui peuvent leur offrir d'ailleurs? D'ailleurs, le plus souvent, effectivement, c'est assez drôle, c'est des femmes de princes arabes. Exactement, pas mal de Russes, ou alors des pays dans lesquels la liberté politique n'est pas toujours très respectée. Mais ne restons pas dans le cliché de la femme soumise à son mari qui gagne de l'argent. Absolument pas. Elle est très heureuse avec ses tailleurs haute couture. Et il y aura aussi le Sage, un brodeur qui fait vraiment des choses fantastiques. Sur le dernier défilé Chanel, Karl Lagerfeld, donc le directeur artistique de la marque Chanel, avait décidé de faire de la broderie en 3 dimensions, de broder du béton, de broder des perles de 5 cm d'épaisseur sur du silicone. Et le Sage, c'est celui qui permet à Karl Lagerfeld de réaliser ses rêves, de rendre concret ses croquis. Et donc dans cette exposition, vous allez voir déjà tout le travail que représente une robe de haute couture, mais pas seulement, aussi un parfum numéro 5 ou tous les codes que Coco Chanel a édité avec ses créations. Vous allez pouvoir vous rendre compte de tous les codes que Coco Chanel a pu offrir à Chanel et offrir au monde de la mode et donner cette image de luxe à la France et cette image fashion à la France. Et est-ce que cette exposition, Mademoiselle Privée, un jour viendra en France? Ou est-ce qu'elle y est déjà passée? Alors, non, elle n'est pas encore passée. Et j'aimerais beaucoup qu'elle arrive en France parce que vraiment, je vous souhaite... Alors après, j'aime beaucoup Chanel, enfin, j'aime beaucoup le milieu artistique et surtout le milieu de la mode. Enfin, j'évolue un peu dedans. Mais vraiment... Là, on n'est plus dans la mode, on n'est plus dans le côté superficiel où j'achète un sac parce que je veux que tout le monde voit que j'ai un sac de marque parce que j'ai réussi. Là, on est vraiment dans le savoir-faire et c'est vraiment de l'art. Parce que quand je suis allé visiter la première fois ces ateliers à Pantin, je me suis rendu compte qu'avec une plume, on pouvait faire des tonnes de choses et que ces plumassières arrivaient à des choses complètement incroyables et complètement folles et que... Vraiment, pour la France, c'est une chance d'avoir ces métiers. Et pour ces métiers, c'est une chance d'avoir Chanel qui les préserve et qui les fait travailler et qui les ouvre à de nouvelles perspectives. Merci beaucoup pour cette allégorie pour Chanel. Ouais, non, c'était pas vraiment pro Chanel, c'était pro savoir-faire et pro métier d'art plus. Marc, encore une petite idée, je pense. Oui, et ça va être un livre, mais cette fois-ci pas totalement écrit, puisque c'est une bande dessinée. Une bande dessinée qui s'intitule « Cher pays de notre enfance ». Alors, il se trouve que je lis assez peu de bandes dessinées. J'ai lu presque par hasard celle-là. Et, hasard aussi, pas de lien, elle a reçu le premier prix du récent festival de BD à Angoulême. Ah, donc actualité en plus. Actualité. Donc, les deux auteurs sont un journaliste, Benoît Colomba, et le dessinateur Étienne Davido. Donc, Cher pays de notre enfance, en fait, ça raconte la France des années
50, 70 à aujourd'hui à travers deux grands faits politiques, on pourrait dire à la fois majeurs et un peu opaques. Le premier, c'est le SAC. C'était le service d'action civique à la période gaulliste, avec des gens d'obédience de droite et de gauche. C'est un peu issu de la guerre d'Algérie, toutes ces choses-là. Il nous explique un peu... Alors, il y avait notamment Charles Pasqua qui passait à l'intérieur. Donc, les deux auteurs se mettent en scène eux-mêmes dans la BD et racontent les enquêtes qu'ils ont menées. C'est pour savoir avec les survivants de cette époque ce qui se passait vraiment, qui était aux commandes en fait, qui commandait les tabassages, ces différentes choses. Et puis, alors ça nous ramène aussi beaucoup à toute la notion de France-Afrique, avec les réseaux de Jacques Foccart et tous ces gens-là qui étaient des gens qui ont commencé dans le gaullisme, qui ont suivi avec Giscard et qui étaient encore là à l'époque de Mitterrand. Et puis la deuxième affaire sur laquelle depuis des années Benoît Colomba, qui est journaliste à Radio France, a enquêté, c'est l'affaire Robert Boulin. Alors Robert Boulin, c'était un ministre de Giscard d'Estaing qui a été retrouvé un matin dans les années en 79 de mémoire, mort dans un étang dans la forêt de Rambouillet. Ah oui, donc en fait, moi je pense BD, je pense Lucky Luke, mais là ça a l'air quand même beaucoup plus intellectuel et instructif. Intellectuel, je ne sais pas, parce que comme c'est sous la forme d'une BD, il me semble que c'est très accessible. Ça rend l'exercice plus ludique et plus attractif. Tout à fait. Ça pourrait être un reportage télévisé ou un reportage radio, ou un reportage dans la presse écrite, mais c'est sous forme de BD. Oui, donc ça rend vraiment le sujet plus facile. Plus facile. Bon, retournons en forêt de Rambouillet. Alors, et en forêt de Rambouillet, on nous a toujours dit que Robert Boulin s'était suicidé parce qu'on a trouvé une lettre disant qu'il était, entre guillemets, pris dans une affaire de construction de propriété. On revient à notre premier sujet. Et donc, très vite, on a dit qu'il s'était suicidé. Sauf que l'enquête policière à l'époque a été verrouillée. Le journaliste nous le montre. Et en fait, une des thèses qui depuis plus d'une trentaine d'années circule, c'est qu'on l'a suicidé. La question, c'est qui a donné l'ordre ? Est-ce que c'est Giscard ? Est-ce que c'est Raymond Barre ? Il n'y a pas la réponse, mais il y a quand même des pistes qui nous disent qu'effectivement, il n'est pas crédible que Robert Boulin se soit suicidé. Parce que, alors là, c'est des... comment on appelle ça, des autopsies qui montrent qu'il y a un certain... Enfin, on est presque, à ce moment-là de l'enquête, dans une série télévisée. Il y a des incohérences voilà, qui écartent la piste du suicide. Donc, il y a quelques révélations. Si on a déjà écouté les reportages, Benoît Colomba avait déjà fait un livre autour de l'affaire Boulin. Donc là, l'aspect BD, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça peut aussi permettre... Alors le fait qu'il ait eu le premier prix Angoulême va sans doute encore rendre la BD plus populaire. Donc tout est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. D'accord, c'est ce que j'allais te demander, si tu peux nous décrire un peu les visuels de la BD. C'est très noir et blanc. Alors moi je ne suis pas spécialiste de BD, mais le trait est assez simple. Pas mal de contenu dans le texte qui permettent de suivre... une histoire vraiment construite. Voilà. Donc je conseille surtout aux plus jeunes, puisque toi-même Cyprien, quand tu m'as entendu citer Robert Boulin, tu t'es dit, j'avoue que je me suis demandé qui c'était. Et donc c'était un ancien ministre, et c'est un des scandales de la Ve République. En fait, on pourrait dire en résumé que cette BD, Cher pays de notre enfance, fait un focus sur quelques scandales de la Ve République. Et est-ce qu'à la fin on a une réponse ou pas ? Est-ce qu'on sait qui a tué pas Pamela Rose, mais est-ce qu'on sait ou pas ? Non, on ne sait pas. Parce que personne ne sait. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des dossiers qui sont confidentiels défense, et on peut imaginer qu'un jour, on finira par savoir. Donc il y a un risque de rester sur sa faim avec cette bande dessinée, mais elle a l'air quand même très très chouette. Je te la prêterai si tu veux. Avec grand plaisir. Et je crois que tu avais un anniversaire à souhaiter aussi aujourd'hui. Tout à fait, c'est les 30 ans des Inrocks, une revue donc hebdomadaire qui, à cette occasion, publie un numéro spécial 30 ans avec 30 œuvres indispensables des 30 années passées et les 30 révélations qui viendront dans le futur. Donc des œuvres de tout support, des œuvres musicales des livres, des disques, des films. Je ne vais pas tout vous citer. Ça va de Welbeck à Christine Angot, à Virginie Despentes. Ça va de Daft Punk à Massive Attack. Oui, donc vraiment des choses de Gus Van Sant à Philippe Roth et de Bourdieu pour La misère du monde. Ok, voilà, donc vraiment des choses de tous horizons qui montrent vraiment l'éclectisme de la revue. Des Inrocks. Ouais. Et c'est plutôt intéressant parce que ça
permet... Alors, moi, il y a certains des thèmes auxquels je suis pas particulièrement attaché, mais relire des articles de 2-3 pages sur ça, ça permet de refaire une perspective. De se refaire un petit pitch sur les... Tout à fait. Donc, à l'occasion, n'hésitez pas, ce numéro spécial 30 ans pour les Inrock. Plus rien de ton côté, Cyprien ? Non, je sais, j'ai donné tous mes Le meilleur de toi-même. super plans expo en Asie dont on connaît pas la date et films genre en japonais sous-titré français de Mais c'était 2h30. une thématique Asie. Ouais, je suis très Asie en ce moment. Voilà, on arrive au thème de ce 5e numéro Délivrez-vous. Je tiens évidemment à remercier Cyprien, mon nouveau chroniqueur qui m'a brillamment accompagné pour sa première prestation et on imagine tous qu'il y en aura d'autres. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez apprécié notre débat, nos propositions culturelles. Je vous donne rendez-vous à très vite sur la 7e chaîne pour le 6e numéro Délivrez-vous où il sera question normalement de la fin dans le monde. Ciao et à bientôt. Au revoir, à bientôt.